tous, on attend une dernière vague de participants qui attend encore à l'accueil. On va commencer d'ici, on m'a dit 5 minutes, il y a 2 minutes, donc si je fais le calcul, on commence dans 3 minutes. Il est 9h40, on commence avec quelques minutes de retard. J'espère que ça a été pour venir ici au cœur de l'Assemblée nationale pour ce colloque. Donc jusqu'à midi et demi, peut-être un petit peu après, on va passer le premier plan. Je vais laisser je suis Pierre-Luc Dubois, je suis journaliste, et je vais laisser pour l'introduction parler Marine de Poncin, qu'on aura l'occasion de réentendre tout à l'heure. Mais pour l'introduction, c'est elle qui a la parole, elle est porte-parole du syndicat de la famille. Bonjour à tous. L'état de la société française, et notamment de nos adolescents et de nos jeunes, est aujourd'hui très préoccupant. Afin de fonder notre réflexion sur des faits objectifs, voici quelques indicateurs précis sur ces dernières années. Vous m'excuserez déjà pour le nombre de chiffres, mais je pense qu'il est vraiment important de les avoir en tête. En ce qui concerne l'évolution des faits de violence, les tentatives d'homicide ont augmenté de plus de 78% entre 2016 et 2023. Le nombre annuel d'homicides a augmenté de 22%, passant de 826 à 1010 entre 2017 et 2023. Les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus ont augmenté de 7% par an entre 2016 et 2023. Les viols et tentatives de viol enregistrés ont augmenté de 9% entre 2023 et 2024. Les infractions pour usage de stupéfiants ont cru de 16% par an entre 2020 et 2023. Du côté des mineurs, si les données restent très éparses et les délais de publication des données très longs, nous avons relevé que de 2016 à 2019, les coups et blessures sur personnes de moins de 15 ans ont augmenté de plus de 12,4% et les violences sexuelles sur mineurs de plus de 28,3%. En 2021, 2% des 10-24 ans ont été poursuivis en tant qu'auteurs présumés dans des affaires pénales, ce qui représente plus de 225 000 jeunes. La même année, 215 000 condamnations définitives ont été prononcées à l'encontre de jeunes de 10 à 24 ans. En ce qui concerne le suivi de leur scolarité, qui est un autre révélateur de la situation des mineurs, le taux d'abandon scolaire était de 7,6% en 2023. Une évolution positive en l'occurrence, la proportion de décrocheurs tendant à la baisse, avec de nets efforts de prévention réalisés par les pouvoirs publics. Du côté de la santé mentale des mineurs, les 18-24 ans étaient 20,8% à être concernés par la dépression en 2021, contre 11,7% en 2017. Parmi les jeunes de 17 ans, 9,5% étaient concernés par des symptômes anxio-dépressifs sévères en 2022, contre 4,5% en 2017. Et 18% des jeunes de 17 ans ont eu des pensées suicidaires dans l'année, contre 11% en 2017. Enfin, un autre symptôme révélateur des difficultés éducatives actuelles, le nombre de mineurs accueillis par l'aide sociale à l'enfance. L'ASE accueille 208 000 jeunes fin 2022, soit 1,7% de plus par an. Le nombre d'accueils a connu une progression inédite de 2015 à 2019. Lors des émeutes urbaines qui firent suite à la mort du jeune Naël le 28 juin 2023, le constat avait été fait de la participation très importante de mineurs à ces violences. Un tiers des interpellés avaient en effet moins de 18 ans. Ce fait frappa et inquiéta vivement nos dirigeants, au point que le président de la République s'exclama à plusieurs reprises « Mais où sont les parents? Où sont les pères ?» Le 30 juin 2023, Emmanuel Macron déclara même « J'en appelle au sens des responsabilités des mères et des pères de famille ». Ces ministres, dès lors, n'eurent de cesse de renouveler cet appel jusqu'à la fin des émeutes. Mais cette prise de conscience ne fut suivie d'aucun effet. Une fois la crise passée, le gouvernement n'entreprit pas de recherche sur les causes. Il ne chercha pas à comprendre et à analyser ce qui pouvait expliquer ces faits. La violence, en elle-même, frappe aussi bien le grand public que nos responsables politiques. Les regards se tournent presque tous vers la police, la justice. Nos concitoyens réclament davantage d'interpellations, de résultats d'enquête, mais surtout davantage de fermeté. Mais nous avons donc sous les yeux une lacune béante, qui est la recherche des causes de cette évolution.
Sans identification de ces causes, en effet, prévenir les faits, améliorer la situation, mieux répondre aux besoins éducatifs sera impossible. La finalité de ce colloque est donc d'étudier les besoins de l'enfant et de l'adolescent, les conditions nécessaires à son épanouissement et à son éducation, le rôle des parents et celui de la politique familiale. Au nom du syndicat de la famille, je remercie très vivement M. Cyril Nick, Marion Robin, Jean-Didier Lecaillon et Caroline Carmontran d'avoir bien voulu venir apporter leur expertise sur ces enjeux. Merci beaucoup Marine. On vous remercie aussi puisque vous interviendrez tout à l'heure, Marine de Ponsin, sur le lien maternel. On va donc partir ce matin de l'enfance, de l'adolescence sur le plan psychiatrique, avant de voir comment adapter le système politique d'appui à la famille. Et on commence par le début avec vous, Boris Cyrulnik. On va parler des 1000 premiers jours de l'enfant, là où tant de choses se jouent. Vous avez présidé le comité des 1000 premiers jours, lancé en septembre 2019 par Emmanuel Macron. Et puis, inutile de vous présenter, vous êtes neuropsychiatre, notamment connu pour votre concept de résilience. Et vous allez nous dire pourquoi il faut changer notre regard sur la petite enfance. La parole est à vous, je vais vous laisser, on va allumer votre micro, je vais laisser Caroline allumer votre micro. Et on a pour une demi-heure avec vous d'exposer, puis on laissera la parole pour quelques questions-réponses à la salle. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis ravi d'être avec vous pour essayer d'aborder une autre manière de poser la question, c'est que le développement des petits-enfants commence dans l'utérus. C'est-à-dire que les technologies modernes, la neuroimagerie, confirment, précisent que le façonnement du cerveau, qui va entraîner ensuite des réactions émotionnelles, commence dans l'utérus. Ce qui veut dire que si la femme enceinte est stressée, les substances du stress, schématiquement cortisol, catécholamine, mais il y en a d'autres, mais ça c'est les deux substances vedettes. Si le stress est aigu, le bébé se débrouille, il sursaute, on le voit à l'échographie sans difficulté, le bébé sursaute. Et si la mère est sécurisée, tout se remet en place. En revanche, si le stress est chronique, les substances du stress franchissent la barrière du placenta, le bébé déglutit des substances toxiques pour son cerveau. Et ensuite, on voit sans difficulté, j'ai travaillé à Tel Aviv avec Shaul Harel, 170 femmes enceintes palestiniennes et israéliennes. C'était avant les événements actuels, où les Palestiniens consultés se faisaient soigner dans les hôpitaux israéliens. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, je crois que ça n'a pas changé. Mais ça veut dire qu'on pose le problème en termes d'ontogenèse, c'est-à-dire le développement continu sous l'effet des pressions du milieu. Alors que notre manière de poser la question, c'est quelle est la cause de la violence. Or, je vais vous proposer l'idée que ce n'est pas la bonne formulation, c'est qu'au cours de notre développement, les causes de violence sont nombreuses et qu'on a accès sur toutes ces causes par la sécurisation des femmes enceintes, puis des autres aussi, mais enfin, dans l'ontogenèse, ça commence pendant la grossesse, et que c'est donc les facteurs éducatifs et les facteurs culturels qui peuvent combattre les violences et non pas la violence, parce que schématiquement, il va y avoir une violence d'origine neurologique, le cerveau est dysfonctionnel parce que la mère est stressée. Je n'accuse pas les mères. Les mères, c'est le malheur des mères qui provoque leur stress, c'est pas la mère. Les causes de la violence contre une femme enceinte, c'est essentiellement la précarité sociale, la violence conjugale, qui commence souvent pendant la grossesse, les guerres, bien sûr. Les guerres sont des fabriques de psychopathes pendant plusieurs générations, et maintenant les derniers prix Nobel de l'épigenèse photographient et dosent comment se transmet la violence à travers les générations, surtout chez les garçons, plus que chez les filles. Donc voilà, cette manière de poser le problème, elle est ontogénétique, ce qui veut dire que ça met en cause la relation. Et ce que je vais vous proposer, inspiré par la commission des 1000 premiers jours, c'est qu'il y a schématiquement, pour faire didactiquement,
pour faire un schéma, il y a 3 niches écologiques au cours du développement d'un enfant. La première niche écologique, c'est le ventre des femmes, c'est leur premier habitat, si on peut dire, leur premier logement. La deuxième niche écologique, c'est le foyer parental. Et si j'emploie l'expression de niche écologique, c'est parce que c'est une forme de biologie. La manière de parler entre les parents, la manière de s'adresser à l'enfant, sculpte son cerveau. Donc c'est une question éducative, relationnelle et culturelle. La troisième niche écologique, c'est l'ontogenèse de la parole qui commence dans l'utérus, qui continue quand le bébé arrive au monde, la manière de parler dans le quartier, dans la famille, dans le quartier et dans la culture. Et là, la violence est d'origine narrative. C'est-à-dire que je pars d'une violence d'origine biologique qui sculpte le cerveau et donne une aptitude, pour les garçons plus que pour les filles, une incapacité à contrôler une émotion de violence qui s'exprime par le passage à l'acte chez les garçons plus que chez les filles. Alors les chiffres disent 5% des garçons et 0,8% des filles. Ça reste entre nous, hein. Ça sort pas de là. C'est-à-dire que on part du point de départ biologique et dans l'évolution, le schéma de pensée que je vous propose, la grande source de violence aujourd'hui, elle est narrative, dans les récits. La plupart des guerres, il y a 50 guerres sur la planète aujourd'hui, la plupart des guerres sont des guerres de croyances. Croyances religieuses, croyances économiques, croyances idéologiques. Donc c'est le récit. Et les gens se désirent mourir pour un récit invérifiable. Alors voilà, ça c'est le schéma que je vous propose pendant les 5 heures qui me restent. C'est ça que vous avez dit, non? À 4h30 près, oui. La première niche, c'est le ventre des femmes. Mais c'est déjà la relation, l'entourage des femmes. Un être humain seul ne devient pas humain. C'est la relation qui sculpte notre cerveau. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. S'il n'y a pas d'altérité, mon cerveau est atrophié. Si j'ai des émotions, je ne peux pas les contrôler. Le déterminisme, là, il est biologique, c'est-à-dire affectif, la manière de sécuriser la femme enceinte. Qui sécurise la femme enceinte? C'est le foyer. Le foyer, aujourd'hui, je fais partie d'une génération où on voit les mots disparaître. Le mot fiancé, il a disparu. Le mot mariage a changé de signification. Maintenant, quand on se marie, c'est pour faire la fête entre copains, et les enfants assistent au mariage des parents, alors qu'avant, le mariage avait une fonction sacrée. Il fallait demander aux prêtres et aux pères l'autorisation d'avoir des relations sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'acte sexuel avant l'autorisation, mais culturellement, il fallait demander l'autorisation. Les jeunes aujourd'hui ne demandent plus l'autorisation. Le mot mari, de mon temps, on appelait ça un mari. Aujourd'hui, le mari, c'est la deuxième figure d'attachement. Ça peut être la grand-mère, c'est souvent la grand-mère. Ça peut être une autre femme, ça peut être un homme. Les hommes aussi peuvent être de bonnes mères. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes pères aujourd'hui apprennent à s'occuper d'un bébé. Ce qui pose un problème parce que les divorces, le mot divorce est en train de disparaître, les séparations deviennent tellement faciles aujourd'hui que surtout à Paris, 60% des séparations surviennent quand l'enfant a 6 ans, c'est-à-dire qu'il est en pleine construction de sa personnalité, au moment où sa niche sensorielle de lui est déchirée par la séparation de ses parents. Quand le divorce était interdit pour des raisons religieuses sacrées, des couples parentaux se rendaient très malheureux, et quand les deux parents sont très malheureux, ça ne rend pas les enfants heureux. Donc il y avait quelque chose, une transmission du malheur à travers les générations, et maintenant ce qui se transmet à travers les générations, c'est l'incapacité à nommer les structures familiales.
Camus a fait une phrase qui est souvent citée, mais le mérite, c'est ne mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est une belle phrase que la neuroimagerie confirme. Un enfant qui se développe dans une absence de structure de foyer, dans une absence de structure verbale, de récit, même si les récits sont parfois une invitation à la démocratie, parfois une invitation à la dictature, le langage totalitaire n'accepte pas la contradiction, et on voit qu'aujourd'hui, quand un pays est anxieux, désorganisé, il vote démocratiquement pour un dictateur. Si vous ne croyez pas, allumez la télé ce soir. Et vous verrez. C'est-à-dire que, et ça c'est la règle depuis qu'on essaye de fabriquer du social. Alors on essaye de fabriquer du social parce qu'on ne peut pas vivre hors société. Donc, mais jusqu'à maintenant, la violence était d'origine, l'État, les aristocrates, les conquérants faisaient de la violence une valeur socialisante. Et on éduquait toutes les cultures, y compris la nôtre, ont éduqué les garçons, les petits garçons, les ont formés à la violence. Je suis de la qualité d'avant-guerre, c'est-à-dire que, on dit ça les camemberts, on ne pouvait pas savoir, mais je suis de la qualité d'avant-guerre, j'ai connu 2 guerres. Et la violence est valorisée. Or, aujourd'hui, la violence que vous avez signalée, c'est plus une violence d'État, c'est une violence par carence de structure affective, éducative et verbale. C'est-à-dire que les mots agissent sur le cerveau. Donc là, on a changé l'origine de la violence. Alors c'est la violence d'État dans les pays en guerre qui valorise encore, qui donne, si vous tuez un homme quand votre pays est en guerre, vous êtes décoré. Si vous tuez le même homme quand votre pays est en paix, vous êtes emprisonné. C'est-à-dire que c'est le contexte social qui donne la signification du fait. Il y a dans un contexte, on vous encourage à la violence, les garçons surtout. Dans un autre contexte, on juge que la violence est un maléfice. Mais les racines de la violence viennent beaucoup moins de l'État, du moins chez nous, en Occident et dans les pays démocratiques relativement en paix, alors que maintenant la violence a changé d'origine, elle vient essentiellement de l'éducation et des récits. Alors, j'ai encore un quart d'heure. Un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Je peux négocier jusqu'à 17 minutes, non? Je négocie, ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souligné que les garçons sont plus violents dans les fêtes? Il y a très peu de femmes qui puent il y en a quelques-unes, mais elles sont très rares. Les femmes sont plus fréquentes dans les infanticides. Là, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, donc, pourquoi? Alors, la violence n'est pas de même nature. Dans les viols, il y a un marqueur de dégradation socio-culturelle très fiable, c'est l'inceste. Vous l'avez cité? Je ne sais pas. L'inceste est un très fiable marqueur de désorganisation sociale et de désorganisation familiale. Les chiffres d'inceste actuellement sont stupéfiants. 2,9% pour l'INED, 3% pour l'Ipsos. C'est-à-dire que quand on se promène dans la rue, on croise, 3% des gens qu'on croise ont pratiqué l'inceste. Stupéfiant. C'est un signe de désorganisation sociale. Et bien sûr, l'inceste, c'est très difficile à parler. Les victimes, les agresseurs sont des hommes, mais dans 16% des cas, ce sont les femmes qui pratiquent des violences sexuelles contre leurs propres enfants. Ça, c'est difficile à imaginer, parce que nous aussi, on est soumis aux stéréotypes. Une femme, c'est merveilleux, ce que je confirme, mais ça passe pas à l'acte, ce que je confirme un peu moins. Donc ça veut dire qu'on voit que le déterminisme de la violence dans notre culture, ça n'est plus l'État, ça n'est plus les aristocrates, c'est les récits idéologiques, religieux et économiques. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas maintenant à déclencher des guerres pour gagner un peu d'argent. Il ne faut pas oublier que l'esclavage est l'illustration parfaite de ce que j'appelle le délire logique. J'ai vu des archives
d'esclavagistes disant il ne faut surtout pas supprimer l'esclavage parce que sinon le prix du sucre va augmenter. Ce qui est logique. Pour que le prix du sucre n'augmente pas, l'Occident, Nantes, Bordeaux, la Hollande, beaucoup de pays ont massacré un continent, détruit les civilisations, rendu affreusement malheureux 40 millions de personnes qui transmettent le malheur à travers les générations. Parce que le malheur non seulement est contagieux, mais maintenant le dernier prix Nobel d'épigénèse photographie et dose comment le malheur essentiellement de la mère, mais du père aussi, modifie non pas la bandelette ADN, elle est génétiquement déterminée, mais modifie l'expression de l'ADN qui peut être totalement différent selon les structures du milieu. C'est-à-dire qu'on a donc, nous, j'allais dire politiciens, moi je connais pas grand-chose en politique, hein, mais sur le plan des relations organisées par la société, violenter une femme ou valoriser la violence des garçons, les éduquer à la violence, comme ça a été mon cas, j'ai appris, l'État français m'a obligé, au cours de la préparation militaire, m'a obligé à apprendre à tuer avec un fusil, avec un couteau, au corps à corps. Et si je l'ai appris, j'espère que je ne l'ai pas pratiqué, mais je l'ai appris. Et quand j'étais au moment au fort de Vincennes, au moment des procès de l'OAS, j'avais l'ordre de tirer sur le chauffeur qui ne faisait pas correctement le code phare pour entrer dans le fort de Vincennes. Si j'avais tiré, je n'aurais pas été en prison. Enfin, j'espère. Ça, c'est la violence d'État qu'on voit réapparaître énormément de pays. Or, l'inceste, ce n'est pas la violence d'État. C'est au contraire, c'est la désorganisation de la cellule familiale et surtout la désorganisation des rôles parentaux. À la commission des 1000 premiers jours, on n'a pas su définir le père. Quand on ne peut pas définir le fiancé, le mari, bon, quand on dit Madame la grand-mère, c'est vous qui faites la fonction du père. Vous suivez? Déjà, ça, au point de vue d'organisation, le choix des mots, Madame, vous avez épousé Madame Bachelard, vous êtes légalement mariée, vous avez porté un enfant, c'est donc votre épouse, Madame, votre épouse et le père. Vous me suivez encore? Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une confusion des mots, il n'y a pas de clarté émotionnelle et la plupart des hommes qui passent à l'acte, beaucoup plus que les femmes, mais j'ai eu en psychothérapie à accompagner des femmes incestueuses qui avaient pratiqué l'inceste. Et elles avaient le même monde mental que les hommes. C'est-à-dire qu'elles se disaient, mais qu'est-ce qu'on me reproche? Je lui ai fait découvrir l'amour et on me condamne à la prison. Cette phrase-là, je ne sais pas s'il y a des praticiens dans la salle, mais cette phrase-là, tous les praticiens l'ont entendue. Moi, je l'ai entendue d'hommes que j'avais à suivre et des quelques femmes que j'ai suivies. C'est-à-dire que là, quand il y a une déstructuration des récits, on ne sait plus qui est le père. Alors, j'ai un exemple à vous proposer. Un garçon que j'ai suivi pendant très longtemps, il arrive à l'âge du couple, il gagne très bien sa vie, il tombe amoureux d'une femme qui a déjà un enfant, ils vivent en couple, ils se marient bien sûr pas, ils vivent en couple, ils font un deuxième enfant ensemble et ils sont heureux. Rien à dire sauf du bien. Ils élèvent très bien ces deux enfants, ils s'entendent bien, mais un jour, 6 ans après, c'est le chiffre fatidique, 6 ans après, le couple flanche, ils se séparent et le garçon tombe amoureux d'une deuxième femme qui a 3 enfants de 3 pères différents. Dites-moi où est Oedipe? Où est-ce qu'il se cache? Dites-moi où se cache la structuration de la représentation des rôles sexuels. Quand une petite fille issue du premier couple rencontre un quart de frère issu du deuxième couple, le quart de frère, est-ce que ce jeune garçon est interdit d'inceste pour un quart et autorisé de sexualité pour 3 quarts? Donc,
C'est-à-dire que des structures comme ça, c'est la confusion. Et la confusion, c'est le passage à l'acte, et les gens que j'ai eu à accompagner ne se sentaient, alors voilà l'expression que je propose, ne se sentaient pas pères. C'est-à-dire que émotionnellement, pour se sentir père, il faut vivre à côté, parce que statistiquement, j'ai remarqué que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. C'est rarement les hommes. C'est-à-dire que ça veut dire que puisque les femmes portent les enfants, si elles sont entourées par une cellule familiale sécurisante, le bébé se déroule. Alors bien sûr, il y a les maladies génétiques, mais les maladies génétiques existent. Bien sûr, là, le déterminant, il est génétique. Mais c'est une naissance sur 30 000, une naissance sur 40 000, ça existe. Nous ne pouvons pas faire une loi générale. Donc, en revanche, ces hommes, ces garçons, l'exemple de Duhamel Hassanari, j'ai oublié son prénom. Olivier. Alors, Duhamel, il est brillant, il est intelligent, il aide ses enfants dont il a la charge éducative, il ne se sent pas père. Et quand il a un désir sexuel pour un garçon de 14 ans, il ne voit pas où est le drame. Il voit pas. Comme il a aidé beaucoup ce garçon de 14 ans, qui a tissé avec lui un lien affectif, mais pas un lien familial. Ce n'est pas une structure. Et le garçon ne veut pas déposer plainte contre Duhamel parce que justement Duhamel l'a aidé à rentrer à Polytechnique. Il l'a aidé intellectuellement, il l'a aidé. Mais il l'a aidé amicalement, pas comme un père, c'était pas son rôle social. Or, je dirige une thèse actuellement d'un Ivoirien, Paco Miada, qui me dit que les structures familiales en Afrique sont très différentes et plus protectrices pour les enfants que nos évocations de structures occidentales. Tout homme du côté de la mère est père. Et l'amant n'est pas forcément le père. Et je retrouvais cette structure chez les Indiens d'Amérique du Sud et même au Mexique. L'amant, le père n'est pas l'amant. Le père, c'est celui qui est désigné par la société pour être responsable de l'enfant, s'en occuper et s'y attacher. Et dès l'instant où il y a un lien d'attachement entre l'homme adulte et l'enfant, l'acte sexuel est impossible. Et c'est appelé inceste. C'est-à-dire que tout homme du côté de la mère est interdit de relations sexuelles avec l'enfant dont il a la charge affective. Duhamel, peut-être DSK, j'en sais rien, mais Duhamel ne se sent pas père avec ce garçon. Donc il passe à l'acte et se demande probablement ce que vous lui reprochez, puisqu'il n'est pas le père. Alors, donc on voit que ces dénominations, ces structures familiales sont narratives désignées par la culture, et Paco Miada m'explique que en Côte d'Ivoire, même dans beaucoup de cultures africaines et indiennes, les hommes prennent très au sérieux cette charge et que les enfants sont toujours entourés par la mère, elle-même entourée par un groupe de femmes, et par le père, c'est plutôt plusieurs morceaux de père, on pourrait dire. Il y a le père pour le sport, le père pour l'école, le père pour la musique, le père pour la loi, c'est le grand-père pour la loi. Là, et puis il y a le grand frère pour transgresser un peu la loi, pour ne pas la prendre trop au sérieux. Donc il y a une souplesse. Les pères ont chacun une partie de la responsabilité paternelle. C'est pas rigide, c'est pas une loi rigide, et c'est pourtant une loi respectée. Et le résultat pour les femmes, c'est qu'on voit que dans ces pays pauvres, mais bien structurés sur le plan familial, puisque les femmes, les mères sont pauvres mais jamais seules, les pères sont nombreux et toujours responsables des enfants dont ils ont la charge éducative, l'enfant est toujours entouré. Il y a très peu d'inceste, il y a très peu de burn-out. Quand j'étais gamin, on appelait ça la dépression d'épuisement. Mais maintenant, les jeunes emploient les anglicismes tout le temps. Donc, maintenant, ils disent burn-out, mais ça veut dire que les femmes ne peuvent pas tout faire, elles ne peuvent pas tenir. Elles peuvent pas... Donc, ça veut dire, eh bien, Isabelle Roscam, avec qui j'ai la chance de travailler, elle est prof à Louvain, à l'université de Louvain. Isabelle Roscam, avec les
ces redoutables machines qu'on appelle les smartphones allaient envoyer des messages partout sur la planète, dites-moi quel est le nombre de burn-out dans votre hôpital ou dans votre université. Et elle a fait une carte qu'elle nous a montrée, et on voit que les burn-out maternels, c'est l'Occident. C'est-à-dire que, parce qu'elles sont seules, l'Occident isole les femmes et les hommes, ce qui fait que les femmes sont épuisées et les hommes sont déresponsabilisés. Alors qu'en Afrique, beaucoup plus pauvre, et même parfois en tragédie sociale, ce qu'on va apparaître, en Afrique, quand le pays, ce qui était le cas de la Côte d'Ivoire, le pays marche bien. Quand le pays marche bien, les femmes ne sont jamais seules, pas de burn-out, les enfants sont toujours entourés, pas d'inceste. C'est-à-dire qu'on voit à quel point l'organisation sociale joue, et culturelle et verbale joue un rôle majeur. Alors, je disais, les garçons, encore 5 minutes, les garçons, alors ce qu'on voit, c'est, je vous ai proposé dès le début, quand les femmes enceintes sont stressées, les substances du stress passent dans le liquide amniotique que déglutit le bébé, et quand on fait les bandelettes ADN du bébé, on photographie et on voit ce qu'on appelle des radicaux méthyl, CH3, qui se collent sur la bandelette ADN. La bandelette ne change pas. C'est l'expression de la bandelette qui change. C'est-à-dire que, là je vais me faire des ennemis parmi vous, la distinction entre inné et acquis ne veut rien dire. Puisque la même bandelette peut s'exprimer de manière incroyablement différente selon la structure du milieu affectif. Si la mère est sécurisée, le bébé, il n'y aura pas de radicaux méthyl, CH3, qu'on photographie, ça fait des taches noires sur l'ADN. Dès que la mère est sécurisée, en 24-48 heures, ces taches noires se diluent et l'ADN reprend une autre expression. C'est pour ça que je dis inné-acquis. C'est Descartes qui nous a fait le coup. C'est Descartes qui nous a raisonné en termes d'inné et d'acquis. Mais la neurobiologie moderne nous entraîne, nous invite à raisonner autrement en termes de niche écologique, biologique, affective, culturelle. Alors, les garçons, je l'ai dit tout à l'heure, sont très sensibles au passage à l'acte, et peut-être pour des raisons épigénétiques, il y a eu 2 prix Nobel pour l'épigénèse qui montrent comment l'histoire de la mère transmet quelque chose de biologique à l'enfant. Mais on a un accès sur l'histoire de la mère. On peut dire comment il faut organiser une famille, comment il faut organiser une relation affective, comment il faut parler d'une culture. La prévention est donc possible à tous les stades du développement. Et on voit, la dernière, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut prévenir tous ces malheurs que vous avez justement comptabilisés. Je crois que c'est des chiffres fiables, variables, selon les cultures et selon nos décisions éducatives et affectives. Parce que l'affectivité sculpte le cerveau. Donc on a un degré de liberté, puisqu'on peut agir sur le milieu qui agit sur les enfants. On a un degré de liberté, donc on a un degré de responsabilité si on ne le fait pas. Alors je termine par la dernière source de violence, elle n'est plus biologique du tout, mais elle a des effets sur le cerveau, c'est le langage totalitaire qu'on voit se développer actuellement sur la planète et même en France. Et ce langage totalitaire, il est adoré par les gens en détresse ou par les cultures en détresse. Quand les gens sont en détresse, ils espèrent un sauveur. Ça, on peut comprendre. Je suis malheureuse, je suis seule, je n'y arrive plus. Quelqu'un arrive et me dit « Votez pour moi, je sais ce qu'il faut faire, je sais d'où vient le mal. » Et le mal, il vient toujours des étrangers, des juifs et des sorcières. J'ai eu la chance de travailler avec René Girard, c'est René Girard qui m'a inspiré cette phrase. Et c'est vrai que quand on voit l'histoire, dès qu'une famille ou une société se désorganise, on retrouve toujours les mêmes boucs émissaires. Or, ce langage
langage totalitaire, il est très bénéfique, c'est qu'il donne des certitudes. Je sais d'où vient le mal. Alors que le langage scientifique pose des questions, provoque des incertitudes, provoque des doutes. Et c'est ça, la démarche scientifique, c'est le doute méthodique. Et là, donc, dans ce cas, on peut évoluer, on peut proposer d'autres des relations. On souligne l'importance de l'affectivité dans la sculpture du cerveau des enfants. Et on voit que dans le langage totalitaire qui apporte énormément de bénéfices, je sais d'où vient le mal, si je récite, je ne pense pas, je récite quelques slogans, je sais que je n'aurai que des amis. Si par malheur je doute et si je pose des questions, je vais me faire des ennemis. Alors que si je récite comme tout le monde, je n'aurai que des amis et on va tous ensemble, euphoriquement, évoluer vers la catastrophe. Mais ce que vous avez dit, c'est que c'est plastique. Le cerveau est plastique, la culture est plastique. On peut prévenir tous les stades, toutes les origines de développement. On peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on a du travail, mais on a de l'espoir. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez des idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Le façonnement du cerveau qui commence donc dans le premier des foyers l'utérus et qui implique la nécessaire sécurisation des mères notamment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous pouvez lever la main et éventuellement appuyer sur le bouton micro de votre micro pour pouvoir la poser. C'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions à Boris Cyrulnik. La première est toujours la plus difficile à poser. Allez-y, je vous laisse utiliser votre micro. Bonjour et merci pour votre développement. Vous parliez à un moment des différentes cultures, que ce soit en Occident et dans d'autres continents, mais en fait, on se rend compte que les autres continents, des fois, on les a tout simplement en France. Est-ce que vous avez fait, avec ce mélange des culture occidentale et aussi d'autres cultures présentes en France, quelles sont vos conclusions? Je ne sais pas s'il y a des conclusions à tirer particulièrement, mais quelle est votre analyse sur le sujet avec ce mix des cultures et par rapport à ce que vous disiez, notamment le schéma post-utéral, c'est-à-dire à partir de la naissance, au sein des familles, au sein des communautés, puisque malheureusement le communautarisme se développe de plus en plus en France, avec ce mix occidental, avec notre culture française, européenne, on va dire. Oui, merci pour votre question, parce qu'en effet, chaque culture a ses structures, ses valeurs et ses croyances. Et les croyances sont importantes puisqu'elles organisent nos décisions familiales, culturelles. J'ai eu le bonheur de travailler au Japon, où j'étais enchanté par la culture japonaise. Ils ont connu des bouleversements éducatifs, sociaux énormes, surtout en 1945. Et ils sont passés en quelques mois d'une culture pétrifiée par la tradition à une culture bouleversée. Et ils font... Alors ce que j'ai appris de la part des philosophes japonais, c'est qu'une phrase que je vous propose, qui va nous déboussoler, qui comme ça m'a déboussolé, et les Japonais disaient, votre notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. C'est pour ça que j'ai proposé de raisonner en termes de 3 niches écologiques, le ventre des femmes, le foyer autour des femmes et les récits culturels. Chacun déterminant. Le ventre des femmes détermine la sculpture cérébrale, le foyer parental détermine les dépressions maternelles. Quand une mère est déprimée, la niche sensorielle du bébé est appauvrie, il y a un retard de langage. À la commission des 1000 jours, on avait travaillé avec des linguistes. Un enfant, un bébé à qui on parle, on sculpte la zone cérébrale qui va devenir la zone des mots. Un bébé à qui on s'adresse entre en maternelle en France à l'âge de 3 ans avec un stock de 2 à 3 000 mots. Un bébé à qui on ne parle pas parce que les parents sont morts, parce que les parents sont débordés, parce que la niche est appauvrie. Le bébé rentre en maternelle à l'âge de 3 ans avec
un stock de 2 à 300 mots. Devinez lesquels vont être bons élèves. Mais ceux qui ont 300 mots ne vont pas comprendre la consigne, ils vont être humiliés, alors qu'ils voient que leur petit copain qui possède 1000, 2000 mots et parfois plus, va jouer à apprendre. Et il va donc apprendre, et la phobie scolaire qui se développe de manière, vous l'avez cité tout à l'heure, la phobie scolaire plus chez les garçons que chez les filles, la phobie scolaire qui se développe, le décrochage des garçons est une inquiétude anthropologique, mais ça, les Japonais sont forts pour le décrochage des garçons. Et ça explique la haine de l'école que de plus en plus d'enfants éprouvent. Parce qu'ils sont humiliés dans l'école. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont cassé? Le lieu de leur humiliation. Les magasins riches, les Champs-Élysées, les symboles de la République. C'était le lieu de leur humiliation. Ils ont cassé. Pour les argumenter, parce que probablement ils n'avaient pas de lieu de parole, ils n'avaient pas acquis la maîtrise, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais donc ça veut dire qu'il y a d'autres. Lévi-Strauss va mieux répondre à votre question. Il a fait la même méthode que Isabelle Roskam, c'est-à-dire envoyer des mails à tous ses correspondants sur la planète. Il y a aujourd'hui sur la planète 5000 formes de familles différentes, toutes traditionnelles. Le père, dans les familles africaines, dans les familles que j'ai vues en Amérique du Sud, chez les Indiens de Colombie ou du Mexique, je le redis, eux aussi pensent que l'amant n'est pas le père. Le père, c'est une désignation sociale, culturelle. L'amant, c'est l'amant. Donc pour nous, occidentaux, ça ne va pas être facile à penser. C'est parce que nous, on est vraiment dans un autre système de pensée. Donc on a fait de la famille avec justement, en sacralisant le ventre des femmes, les femmes étaient données, je dis bien, les femmes étaient données pour faire du sacré, renforcer la religion, et pour faire du social, mettre au monde des garçons, de préférence à des filles, pour faire la guerre, une ou deux guerres par génération, ou pour travailler 15 heures par jour pour faire des mines. Alors je n'ai pas connu l'époque des 15 heures par jour, mais j'ai été médecin au chantier naval de la Seine, j'ai soigné des ouvriers qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an. Le patriarcat, les féministes dénoncent le patriarcat à juste titre. Les hommes étaient chefs de famille, mais n'étaient jamais dans leur famille, alors que les femmes qui n'étaient pas chefs de famille, c'est elles qui faisaient tout dans la famille. Donc on peut comprendre leur hostilité au patriarcat, mais on ne peut pas comprendre la déstructuration des familles. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de manières d'inventer des cultures qui toutes participent au façonnement neurologique, affectif, comportemental des enfants. Et si actuellement il y a une violence que vous avez signalée qui est incontestable, la violence qu'on voit qui est insupportable, même si vous ne croyez pas, allumer la télé, les gens, on ne peut plus se parler paisiblement. On dégaine à la fin de la première phrase. C'est antidémocratique. Mais je pense que là, c'est parce que nos enfants vivent dans des milieux affectifs, culturels, verbaux, narratifs, vivent dans des milieux qui ne leur apprennent plus à structurer l'expression de leurs émotions. Une autre question très rapide. Je vais être très rapide. D'abord, je voudrais vous prier d'excuser mon retard. J'ai été auditionnée par la Commission des affaires sociales sur un autre sujet qui concerne la famille, et d'où mon retard, ce dont je suis tout à fait confuse. Vous évoquez le fait que le père est nommé par la société, c'est ce que fait le mariage. On dit toujours qu'il protège la mère et l'enfant. En fait, il fait d'abord le père, avec la présomption de paternité. On part du principe que le père est l'époux, et donc c'est une reconnaissance par la voix de la mère et par celle de la société, en effet. Si je comprends bien votre propos, il est donc absolument nécessaire que l'enfant reste avec sa mère le plus possible et au foyer pendant ses premières années. Clairement, oui. Alors, je partage cette idée évidente que c'est le mariage qui désignait la mère, on sait ce que c'est, mais comme maintenant, avec la procréation médicale assistée, on ne saura pas toujours qui est la mère. Ça va être un problème. C'est déjà un problème. Mais le père, la culture chrétienne, alors on
dit judéo-chrétienne, bien, quand j'étais gamin, on disait gréco-latine. La culture gréco-latine, effectivement, la mère, c'est pas la peine de la désigner, vous savez. Mais alors, la mère, c'est dans son corps, la femme, c'est dans son corps qu'elle va être mère. Le père, c'est dans les paroles de sa femme qu'il va être père. C'est-à-dire, c'est sa femme qui lui dit, j'ai un retard de 3 semaines, tu vas être père. Alors qu'elle, elle le sait dans son corps. Donc déjà, l'origine du sentiment n'est pas la même. Dans la culture gréco-latine, effectivement, le père, c'est le mariage. Mais le mariage aujourd'hui est très dilué. C'est un mot désuet. Le mot fiançailles a disparu. Le mot mariage, je disais avant votre arrivée, le mot mariage désigne une fête entre copains à laquelle assistent les enfants. C'est-à-dire que le mot mariage ne désigne plus la même structure familiale que mon époque où effectivement le mariage structurait la société. L'évolution des mœurs fait qu'aujourd'hui, il faut structurer la société par d'autres moyens. Vous avez notamment parlé